Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur nos antennes télé, radio et Facebook Live. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi. En correctionnel, suite de l'affaire Boiron, le procureur a requis des peines allant de 6 mois à 5 ans ferme pour la protagoniste de l'affaire et les fournisseurs d'Ice. À Te Hupo, l'Australien Owen Wright est le grand vainqueur de la Tahiti Pro 2019. Il détrône le Brésilien Gabriel Medina, tenant du titre. Également dans ce journal, la déception de Steve Teihut-Atta qui ne veut plus entendre parler du Super 8. Les organisateurs ont confirmé la sanction du rameur. Il perd la première place. L'application de la loi sur la protection de l'emploi local est jugée trop compliquée par les patrons. Après avoir déposé un recours devant le Conseil d'État, ils nous expliquent les raisons qui ont motivé leur décision. Enfin, au cœur du Fénois, vous plonge comme chaque soir dans une commune. Ce soir, c'est à Paea, sur le site exceptionnel du marais Arhaurhau, autrefois appelé Tumatamatahia. Mais c'est avec l'actualité judiciaire que l'on ouvre ce journal. 5 ans ferme pour la protagoniste Sabine Boiron et 2 ans avec sursis pour Thierry Barbillon. Le procureur a requis la peine la plus lourde pour celle qu'elle considère comme étant la protagoniste de cette affaire mêlant drogue, proxénétisme et corruption sur mineurs. Le compte-rendu d'audience de Lucille Guichet et Florence O'Kelly. C'est la peine requise la plus lourde. Le procureur demande 5 ans de prison ferme à l'encontre de Sabine Boiron, considérée comme le personnage pivot. Une institutrice qui aurait dû signaler les mineurs en fugue au lieu de leur proposer de l'ice et les prostituer. Depuis 6 ans qu'elle est sortie, elle n'a jamais commis aucun délit. Je ne comprends pas quel serait l'intérêt pour la justice de renvoyer en prison avec les facteurs que nous connaissons, de récidive, de suicide et autres choses dramatiques, alors qu'elle vient d'avoir un enfant. 5 ans ferme également requis à l'encontre de Gerardo Lozano, soupçonné d'avoir recouru à des prostituées de 12 et 16 ans et proposé de l'ice à des mineurs. 3 ans ferme demandés contre Marc Ramel, l'ancien gérant du Outé et l'ancien instituteur Stimson Eiho pour atteinte sexuelle sur mineurs et cession d'ice. 2 ans de sursis requis contre Thierry Barbillon pour corruption de mineurs et recours à la prostitution de mineurs. Du sursis également demandé pour les dealers présumés d'Ice. On a accablé le pauvre Thierry Barbillon de tous les maux de la terre. Vous aviez une liste comme ça d'infractions qui lui étaient reprochées pas des moindres, notamment celle de proxénétisme. Toutes infractions qui ont tombé parce qu'elles ne tenaient absolument pas la route, ni en droit, ni en fait. Quand une instruction est faite, le juge d'instruction décide qu'il y a des éléments suffisants ou pas suffisants. Évidemment, lorsque ce sont des faits de nature sexuelle qui se sont passés, à huis clos, entre une personne et une autre, c'est une parole contre une parole. Après, effectivement, je comprends que le juge d'instruction est amené à faire des choix. Après, pour les victimes, c'est sûr qu'elles ne le vivent pas forcément très bien parce que leur parole a été mise en doute. Les avocats de Thierry Barbillon ont plaidé la relaxe. Le tribunal rendra sa décision demain. Voilà, et en attendant le délibéré prévu demain à 13h30, sachez que sur les 6 victimes mineures au moment des faits, une seule a assisté au procès. À Te Hupo, la Tahiti Pro est bel et bien terminée avec la victoire de l'Australien Owen Wright qui bat le tenant du titre Gabriel Medina. Une belle revanche pour Owen Wright qui s'était incliné en finale l'an dernier face au Brésilien. Durant la compétition, ce sont les 2 seuls surfeurs à avoir réalisé la note parfaite de 10 sur 10. On écoute l'Australien au micro de David Chang et Nicolas Suire. C'est vraiment une victoire spéciale pour moi. Je suis souvent venu ici, même en dehors des compétitions. Ça fait très longtemps que je veux gagner ici. Il y a 8 ans, ça s'est presque réalisé. Et l'année dernière aussi, bien sûr. Cet endroit est vraiment unique pour moi. Vraiment spécial. Et la Tahiti Pro s'est clôturée donc avec la traditionnelle remise des prix. David Chang était sur place avec son invité Lionel Teihotu, président de la Fédération de surf. Il nous dresse un bilan de cette compétition. Oui, vous l'avez dit, Owen Wright, grand vainqueur de cette Tahiti Pro. Il a été couronné juste ici derrière moi, où il y a maintenant un groupe de danse qui est en train de performer. Et j'ai avec moi Lionel Teihotu, président de la Fédération tahitienne de surf. Alors Lionel, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan de cette édition ? Mais en tout cas, la Fédération tahitienne de surf est ravie que l'événement soit terminé
un beau soleil. Depuis ce matin, c'était assez mitigé. On a bien démarré ce matin, et avec une bénédiction qui a duré pas mal de temps. Par contre, on a eu les vents qu'il fallait. Il y a eu peut-être une petite accalmie pendant les quarts de finale, mais ensuite une demi-finale. Ensuite, à la finale, on a eu des belles sessions, des belles vagues, et on a pu avoir un remake de la finale de l'an dernier. Et donc, c'est le perdant de l'an dernier qui a remporté. Et le hasard, c'est qu'il était sur l'affiche déjà le gagnant. Donc, bravo à Owen Wright et bravo quand même aussi à Gabriel Medina. Et c'est vrai que sur le plan local, on est vraiment satisfait des performances dont le gros qu'a mis en avant Michel Bourez, qui s'est lancé, et ça a été impressionnant. Et bien sûr notre jeune Kaoli Vast qui a été jusqu'en 8e de finale aussi. Bravo, bravo. Et aussi nos amis les Français, donc Johan et Jérémy, qui ont fait ce qu'il faut, surtout Jérémy, qui a essayé de faire ce qu'il pouvait ce matin. Et dans tous les cas, toute la Polynésie donc, a pu voir ça en direct grâce à vous, mais également tout le public était présent sur l'eau, et ici, tout le monde est ravi. Vous l'aurez compris, donc la fédération est prête pour une prochaine édition, et nous aussi, on sera prêts pour commenter et pour suivre cet événement. Voilà, encore bravo au vainqueur de cette Tahiti Pro, Owen Wright, qui remporte pour la première fois cette compétition à Tahiti. Suite et fin du feuilleton du Super Aito 2019, Steve Teihot-Ata est officiellement déclassé. L'organisation a déclaré Taroa Dubois arrivé 4e lors de la course de samedi, vainqueur du Super Aito 2019. Un coup dur pour le champion en 2DT. Je suis détruit, avoue-t-il. C'est pas seulement 3 heures de rame, mais des mois et des mois d'entraînement à essayer de se surpasser. Écoutez plutôt les précisions d'Ismaël Tahiyataïna sur Ravi. Il a passé la ligne d'arrivée en tête après 3 heures et 5 minutes de course. Malheureusement, Steve Teihot-Ata écope d'une pénalité de 15 minutes et se retrouve à la 60e place. Le 24 août dernier, Steve se trouvait bien en dehors de la zone de départ quand le coup d'envoi a été donné. La sanction a été confirmée ce matin par le comité organisateur. La grande excuse de Steve, c'est qu'il n'a pas entendu. Il n'y a pas de souci. Mais la majorité a entendu, et sur la ligne de départ, il y a même des champions comme Kevin qui l'a rappelé, la zone de départ est ici. Il a dit. Ça veut dire qu'il s'en fout. Bon, c'est son droit. Mais après, il faut assumer. Le rameur de DTVA se défend en disant qu'il n'était pas du tout au courant des changements de dernière minute. Il est arrivé 5 minutes avant la fin de l'émargement. Pour lui, ce déclassement est l'anéantissement de toute une année de sacrifice. Steve a porté l'affaire devant les tribunaux. J'accepte pas encore une fois ce genre de décision prise pour un changement de départ, prise oralement le matin même de course avec la majorité des rameurs, soi-disant, alors que ce n'est pas la totalité. Et voilà, vraiment frustrant en ce moment. On ne veut même plus entendre parler de et encore plus pire de cette course. Comme Steve, une vingtaine de rameurs ont été sanctionnés. Certains pour hors-zone également ou pour usurpation d'identité et d'autres pour ne pas avoir émargé. C'est le cas de Sly Lissao et de Damas Ami. Résultat, Taroa Dubois prend la tête du classement général. Il est suivi de Kevin Seron-Jérusalemi et de Kyle Tarofo sur le podium. La totalité des primes était de plus d'1 million. Par contre, le premier recevait un chèque de 500 000, le deuxième 200 000. Donc, du coup, ces primes-là ne sont pas reversées au nouveau vainqueur, puisque Taroa monte et gagne sa prime d'origine, qui est de 100 000. Donc, nous avons pris la décision de les réattribuer à des associations caritatives. Mis à part de meilleures dispositions pour le départ de la course, le comité a également annoncé la mise en place de contrôles antidopage pour le Super Aito de 2020. Une course propre avec des rameurs respectueux du sport et de ses consignes. Autre sujet polémique, on vous en parlait hier soir, la loi sur la protection de l'emploi local, pourtant validée au CESC à la majorité, puis votée à l'Assemblée le 8 juillet dernier, ne convient plus aux patrons. Ils ont attaqué la loi devant le Conseil d'État, considérant son application trop compliquée et anti-économique. Mario Leroy, Hiro Terurutua.
À peine voté et déjà contesté. Le MEDEF, la CPME et 2 autres organisations patronales ont déposé un recours au Conseil d'État. Ils se disent d'accord sur le principe d'employer localement, mais jugent la loi trop compliquée, anti-économique et un frein à l'emploi. Ça porte atteinte de manière excessive à la liberté d'entreprendre, ça c'est sûr, et d'exploiter. Donc les délais de recrutement sont inadaptés au monde du travail. 1 mois d'attente. Donc de la non prise en compte des situations d'urgence, remplacement par exemple d'un salarié, surcharge d'activité, notamment dans les îles. Où il n'y a pas toujours les compétences. C'est incompatible avec le délai de mois imposé. Pour les patrons, il faut assouplir la loi et leur permettre d'embaucher plus rapidement. Exemple, en cas d'accroissement d'activité où il faut réagir vite, comme dans l'hôtellerie. Ces difficultés sont pour eux encore plus importantes dans les îles. Le Conseil des professionnels de l'hôtellerie porte également ce recours. Avec la nouvelle loi, je dirais la DRH, elle va passer son temps à faire des statistiques pour savoir s'il y a plus de 10% de notre personnel qui a été embauché avec une CPS qui a 3, 5 ou 10 ans. Et je dirais que, bon, d'une part, elle a autre chose à faire. Et d'autre part, je dirais, encore une fois, c'est le plan embauché local. Elle le fait. Et si on fait venir des gens pour cette période-là, ça nous coûte plus cher et c'est parce qu'on n'a pas le choix. Le gouvernement regrette cette démarche. Pour lui, le patronat va à l'encontre d'une volonté populaire et politique. Il est normal qu'à compétence égale, la priorité soit donnée à l'emploi local. Compte tenu de l'étroitesse du marché de l'emploi en Polynésie, c'est d'ailleurs ce qui a fait que le législateur français, en 2003, a décidé d'inclure dans la Constitution française ce principe de discrimination positive qui permet à une collectivité comme la Polynésie française, comme la Nouvelle-Calédonie, de pouvoir protéger son patrimoine foncier et son emploi local, compte tenu de l'étroitesse du marché de l'emploi en Polynésie. La loi a été votée le 8 juillet dernier à l'Assemblée de Polynésie par 49 voix sur 57. La décision du Conseil d'État est attendue pour le 31 octobre prochain. Comme nous vous l'annoncions hier soir, la grogne sociale se poursuit du côté du personnel de la santé. Aides-soignants, brancardiers, urgentistes, secrétaires, ils étaient près d'une centaine à manifester devant l'entrée de l'hôpital du Taoné. Les syndicats Haute-Orima, CSTPFO, Haute-Hay, la CSIP et Atiaïmois dénoncent un manque de reconnaissance de la part du ministère de la Santé, mais aussi le manque d'effectifs dans les services. Les précisions de Poirani Arakino, micro de Hiroterurotua. La reconnaissance déjà d'un de nos diplômes qui n'ont jamais été appliqués jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, le ministre de la Santé est bien au courant de la situation depuis pas mal de temps. Et manque d'effectifs, ça c'est l'un des plus gros points aussi effectivement. On nous donne toujours le même discours, pas de budget, ok. Mais les moyens humains, ils font comment? Pour soigner nos malades, il faut que le travailleur travaille dans de bonnes conditions de travail. Voilà. Et en attendant une rencontre avec le ministre Jacques Rénal, vous en saurez un peu plus demain sur ce mouvement de grève dans les services de la santé, puisque Mireille Duval, secrétaire générale adjointe du syndicat CSTPFO, sera l'invité café de votre matinale radio. Direction maintenant les Marquises et cette belle initiative de promotion de la langue marquisienne. Une centaine d'ouvrages de littérature de jeunesse vont être traduits en marquisien jusqu'à la fin de l'année. Le comité de lecture doit s'accorder avec l'Académie marquisienne et les directeurs d'écoles de tout l'archipel pour valider les ouvrages à traduire. Plus d'1 millier d'écoliers pourront commencer à étudier les premiers livres traduits dès la rentrée de janvier 2020. Les explications d'Aline Heit Archier, inspectrice de l'éducation nationale au micro de Marie Curva. Tous les enfants des marquises parlent français. Mais en regardant de plus près, on se rend compte que la maîtrise de la langue française repose sur les structures de langue et de la culture marquisienne. Cela pose un problème pour la réussite des élèves à l'école. La traduction des albums de la littérature française en marquisien contribue à réhabiliter la place de la langue française et de sa culture, de la langue marquisienne et de sa culture. Et pour que la culture soit accessible à tous, le Conservatoire artistique de Tiparoui accueille chaque année plusieurs centaines d'élèves. 2200, ils sont inscrits cette année. Beaucoup ont d'ailleurs fait leur rentrée ce mercredi juste après l'école. Ici donc en danse, mais aussi en art traditionnel. D'autres sont inscrits en art plastique ou au théâtre. Il existe également un département jazz
Et comme vous le voyez, l'atelier de danse traditionnelle a beaucoup de succès. Cap maintenant sur la Nouvelle-Calédonie où la lutte contre la dengue de type 2 et le chikungunya continue. La mairie de Nouméa, en partenariat avec le gouvernement calédonien et l'Institut Pasteur, ont réalisé un lâcher de moustiques porteurs de la Wolbachia, une bactérie censée réduire la transmission des maladies à l'homme. Le reportage de Brigitte Wap et Gaël Decheverry. 150 moustiques mâles et femelles sont lâchés dans le quartier de Ouémo à Nouméa. Une boîte est ouverte tous les 100 mètres dans la même rue pour parvenir à un total de 250 moustiques à l'hectare. La particularité de ces moustiques est d'être porteurs de la bactérie Wolbachia. L'objectif d'avoir une population de moustiques qui portent la bactérie Wolbachia, c'est de protéger les populations puisque cette bactérie empêche la transmission du virus de la dengue, du Zika et du chikungunya à l'homme. Donc les moustiques qui sont en train d'être lâchés vont se reproduire avec les moustiques de l'environnement pour transmettre la bactérie à la descendance. Et c'est comme cela qu'on arrive à augmenter la population de moustiques qui portent la bactérie Wolbachia. Ce sont des œufs de moustiques qui sont ici collectés dans le laboratoire du World Mosquito Programme. Ils sont mis dans des tubes où ils vont éclore avant d'être transférés dans un grand bac. Au stade de nymphe, ils sont placés dans des boîtes où ils se développent jusqu'à l'âge adulte. On a une production à tenir, donc il nous faut respecter des conditions très strictes d'élevage pour pouvoir maintenir une production qui soit stable afin de pouvoir lâcher des moustiques sur l'ensemble de la commune de Nouméa. Pour vérifier que le moustique Wolbachia prend souche dans les quartiers de Nouméa, des relevés sont faits quotidiennement. Nadège Rossi prélève les pièges à moustiques qui seront par la suite analysés en laboratoire. Ça va nous permettre de suivre l'installation de la population de moustiques qui portent la bactérie. Et quand nous aurons une majorité de moustiques qui portera la bactérie, nous pourrons arrêter les lâchers. Et pour voir si tout se passe bien, nous allons effectivement aussi suivre les cas de dengue pour voir si l'effet escompté est bien celui qu'on obtiendra dès le début de l'année 2020. En tout, il devrait y avoir 2800 points de lâcher du moustique porteur de la bactérie Wolbachia. Ils permettront de couvrir toute la ville de Nouméa. Pour autant, il faut continuer à lutter contre l'Aedes aegypti et détruire les gîtes larvaires. Et c'est un autre combat qui est mené par les patients de l'association Atoturuyana de Rayatea et l'association Rose Cancer. Ils organisent le 4 octobre prochain un concert afin de collecter des fonds pour leurs associations. Plusieurs musiciens locaux tels que Petiot ont répondu à l'appel ainsi que des artistes des îles sous le vent, ici en pleine répétition pour le grand jour. Des images de notre correspondant Julien Vesco. Et pour finir, comme promis, au cœur du Fénois vous emmène sur l'un des marais incontournables de Paia, le marais Arhaurhau, qui regorge d'histoires datant de la période pré-européenne, selon Patrice Teinaouri, natif de la commune. Malgré la restauration réalisée depuis que le site est devenu un lieu culturel et touristique, eh bien, il a perdu son authenticité. Heyata Buluk, Mirko Vanfou. C'est ici, au fond de cette vallée, que se trouve le marais Arhaurhau. En dehors de la période du Heiva, seuls quelques touristes visitent le site, mais il n'y a personne pour les guider. Ils prennent des photos, sans savoir ce que signifie cette plateforme de roches volcaniques. Ces visiteurs sont presque venus là, par hasard. Le chauffeur qui nous a amené donc de l'hôtel ici, qui nous a dit que c'était un site extraordinaire donc à voir. Et effectivement, on voit que c'est joli, c'est très luxuriant. Et puis on commence la visite, mais effectivement c'est très beau, ça nous plaît bien. On arrive, on découvre, on ne sait pas encore ce qui nous attend, mais ça a l'air vraiment génial. Faire vivre le site, c'est un des projets de Patrice Teinaouri pour attirer plus de touristes. Il est originaire des Australes, mais a vécu longtemps à Paia. Patrice fait partie de la lignée des propriétaires de cette terre. Aujourd'hui, il veut en faire un village culturel, à l'image de ce qui se fait à Hawaï, au Polynesian Cultural Center. Il n'y a pas que le marais, il y a la population des pirogues, les tatouages, de la médecine traditionnelle, et puis en même temps mettre des guerriers. Et puis peut-être mettre en valeur le vrai marais de cet endroit qui est sur cette partie-là.
Les travaux de réhabilitation du marais ont été réalisés en 1953 par l'armée française, mais aujourd'hui gérés par le pays. Patrice connaît bien l'endroit. Il a étudié la généalogie des propriétaires terriens. Selon lui, le marais Arhurhau avait un autre nom à l'époque. Le vrai nom de ce marais, c'est Kwareura, qui appartenait à le propriétaire des terrains qui s'appelait Tumaitia. C'était des anciens, hein, nos ancêtres. Et le nom de la terre, c'est Powamion. Pour ça, je suis attaché à cette terre. Le marais Arhurhau était un espace sacré. Il reliait les hommes et les dieux. Seules les familles royales étaient autorisées sur le marais. Mais pour Patrice, aujourd'hui, le lieu a perdu de son âme. Quand on fait un marais, on reste dans le cadre du marais, avec qui ressort du marais, mais pas sortir avec un thème qui parle je sais pas, de la danse. Moi, je ne suis pas contre tout ce qu'ils font, mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus où aller, ne savent plus mettre sa culture en place. Ce lieu sacré à l'époque de nos Tukuna est devenu tout simplement aujourd'hui une scène de danse et un site touristique. Du glamour pour finir ce journal avec la venue à Tahiti des 30 candidates à la succession de Waimala Chavez. Elles seront sur le Fénois du 17 au 26 novembre prochain pour la préparation de l'édition Miss France 2020. Une information du dernier Conseil des ministres. L'info principale de ce journal est bien sûr la victoire incontestée d'Owen Wright, grand vainqueur de la Tahiti Pro 2019. L'Australien prend une belle revanche à Teahupo'o sur le Brésilien Gabriel Medina, vainqueur de l'an dernier. Ils étaient les deux seuls surfeurs à avoir réalisé cette année la note parfaite de 10 sur 10. Avant de vous dévoiler la une de votre quotidien, ce clin d'œil aux équipes de la Dépêche de Tahiti qui ont sorti le 18 millième numéro de leur rédaction aujourd'hui. Et oui, la Dépêche, c'est 55 ans de mémoire. Malgré les crises que le quotidien a traversées, il se trouve être le plus vieux journal de Polynésie française. Le quotidien qui fait sa une demain jeudi, sur ce titre Tahiti Pro, la revanche de Wright. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio avec Carlos Natua et Ibrahim Ahmedazi. À suivre votre téléfilm Un homme parfait. On se quitte sur les belles images de Teahupo'o filmées par nos équipes sur place. Très belle nuit à vous sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.